Bon, mon nom est Jean Lambert. Je suis né en 1930 et j'ai eu le triste privilège de connaître, je dirais, deux guerres, puisque en 1940, nous avons évacué. J'ai donc tous mes souvenirs d'évacuation. Et puis, il y a eu bien sûr le retour inattendu des troupes allemandes en 1944. Est-ce que vous sauriez dire quel âge vous aviez alors en 1940, lors de la première... En 1940, j'avais 10 ans. 10 ans. Je suis né le 8 septembre 1940. Et chez nous, les Allemands sont arrivés ici le 10 mai à 10 heures. Mon père m'a dit au matin, il est venu d'un air très soucieux, il m'a dit « c'est la guerre ». J'ai entendu sauter les ponts et les chemins de fer, les lignes de chemin de fer. Et nous sommes, j'allais à l'école, mon père m'a dit « je vais avec toi à l'école aujourd'hui ». À 8 heures, j'ai vu arriver, on a vu des affiches, c'était la mobilisation. Et mon père, qui était âgé à ma naissance, il avait 50 ans, il avait connu tout à fait l'autre guerre. Et de loin, en voyant les affiches, il m'a dit « c'est la guerre ». Ce sont les affiches. Et puis j'ai vu arriver des dames de Michamp, des amis, en pleurs parce que leur mari venait de partir, rejoindre les troupes, ils étaient jeunes. Et nous sommes partis comme ça, à 10 heures, nous partions. Et nos voisines qui habitaient ici nous suivaient. Je ne sais pas pourquoi elles étaient toujours avec nous. Et arrivé au-dessus du village où il y a maintenant les vols avec les petits avions, nous avons vu un jeune lieutenant belge qui était tout blanc. Il dit « Dépêchez-vous, je vois un char allemand qui monte. » Okay. Et nos voisines qui avaient quelques minutes de retard, à 10h15, ont été rattrapées, donc elles ne sont pas parties, elles, par des motocyclistes allemands qui leur a dit restez chez vous, on leur avait bourré le crâne, nous ne sommes pas des barbares, nous sommes venus vous protéger. Et ils nous protégeaient contre les judéo-plutocrates, ces imbéciles. Et alors nous sommes partis. Et pendant presque 2 semaines, j'ai écrit un petit bouquin d'allure là-dessus, si ça vous intéressait. Et nous avons eu tout le temps les Allemands à nos trousses. Donc chaque fois. Et nous avons été rattrapés de l'autre en France, mais à Aubenton. Et les Allemands, là, faut dire qu'en 1940, ils mitraillaient les civils, ils les tuaient, mais ils ne tuaient pas les gens qu'ils rencontraient dans les villages comme en 1914, quoi. Et nous sommes revenus ici alors. Et puis nous avons connu la guerre comme tout le monde, avec la résistance. Ici, dans nos bois, il y avait de la résistance, il y avait, comme mon oncle faisait de la résistance aussi. Donc on était quand même bien mêlés. Puis il y a eu la libération, qui était un miracle. Je me souviens, on suivait le débarquement. Comme nous n'avions pas d'électricité, ici la ligne n'était pas électrifiée, j'allais écouter la radio chez mon oncle. On est venu annoncer le 6 juin, les Américains ont débarqué. Nous avons suivi. J'allais écouter la radio, mes parents étaient déjà plus âgés, et chez mon oncle au village à côté, ici à Haye. Et puis on suivait, on a eu la libération de Paris au mois d'août. Et puis on savait que ça approchait. Et le 10 septembre, ça je m'en souviendrai toute ma vie, le 10 septembre, le matin, on sentait qu'il y avait des motocyclistes allemands, pas ici, mais sur la route qui passaient.
Et tout d'un coup, il y a des rafales de mitrailleuses qui ont coupé des branches ici, vers midi, midi et demi. Et on se dit, ça y est maintenant. Hein. Et une dame de Michan, au début d'après-midi, je la vois encore, elle a couru en disant, on parlait wallon de ce temps-là, les Américains sont là, ils passent sur la voie de Lonvely. Et on a couru. Alors, ici, au croisement d'Arloncourt, et donc là, j'avais 14 ans, hein, la guerre. C'est un souvenir que je garderai toute ma vie. On a vu passer les colonnes d'Américains. Au milieu de la route, il y avait des chars qui passaient. Et sur les côtés, des fantassins. C'était une joie. Je me souviens, le premier contact que j'ai eu avec un soldat qui connaissait quelques mots de français, et ils avaient leur petite pelle qu'on trouve toujours, vous savez, hein, qui servait à faire les tranchées. Et je lui avais demandé, et ça sert à quoi? Et il répondait, c'était pour faire un château, pour préserver mon vie. Puis alors, c'était la merveille. Les Américains, on a eu des centaines d'Américains qui occupaient les bois. Nous qui étions de la campagne, et pendant la guerre, il n'y avait pas de véhicules, ils avaient un matériel, des ponts artificiels. C'était pour traverser le Rhin. Donc, hein. Et on pensait bien sûr que la guerre était finie pour nous. On n'aurait jamais pensé une seule fois que les Américains pouvaient céder. Hein, donc. Une fois, je me souviens, je me promenais, je rentrais chez moi, et il y a un V1 qui s'est arrêté pile au-dessus de moi, une panne. J'étais terrorisé, mais je n'avais pas fait d'études de balistique, et je me disais, il était quand même assez haut, il va me tomber dessus. Mais arrêté, le moteur était en panne et il est tombé un peu plus loin que Bastogne, donc un peu avant Bastogne, je crois, du côté de Bras. C'était. Il a explosé ou... Oui, j'ai entendu un bruit, mais assourdi, je m'attendais à ce qu'il me tombe vraiment parce qu'il s'arrêtait exactement au-dessus de moi. Ça, je verrai aussi toute ma vie. On a vu la porte qui s'ouvrait d'un coup de pied vers 19h. Donc, rendez-vous compte, ils étaient le 18 aux portes de Bastogne, mais nous, c'était le 19 au soir. Un Américain qui entrait avec le fusil et la baïonnette. Kein Amerikanen Soldaten hier. Pas de soldats américains ici. Et mon père, ça nous a sauvé 2 ou 3 fois la vie. Mon père parlait parfaitement l'allemand. Et il a répondu en bon allemand, non, il y a personne. Et alors, on a été envahis. Des centaines de soldats, la maison était pleine. Donc ils attaquaient, c'était les gens du team de Lonvely qui refluaient. Tout ça. Et ils se tiraient dessus ils attaquaient Michan. Hein, donc toute une partie de la nuit, nous étions sous notre table, imaginez-vous. Hein, on était planqués, là, on ne bougeait pas, les obus sifflaient, il y en a qui tombaient déjà sur la maison. Et ils tiraient sur les Américains à Michan, donc c'est le village ici, quoi. Sauf qu'après, quand on a pu parler avec les gens, les gens de Michan nous ont dit, ben oui, mais ils tiraient, les Américains étaient encore chez vous. Je dis non. Oui, mais c'était des Allemands, donc ils se tiraient dessus. Ça arrivait souvent, quoi. Hein. Et alors, nous avons été... Se tirer entre Allemands. Oui, ben oui, vous savez, dans les combats, etc., c'était pas du tout un truc fratricide, mais ils pensaient qu'ils avaient chacun les Américains. Et donc, ça a été ce jour-là, du mardi soir 19 au mercredi,
nous avions des centaines d'Allemands partout. Il y en a un qui avait demandé à mon père de le conduire vers la route de Foy, qui disait de Foix. Hein? Et il fallait bien. Et à un moment, mon père nous disait, n'y va pas. Il est allé dans le bois ici, il y a un obus qui est tombé. Lui, on s'est sauvé, il s'est sauvé. Et l'Allemand, on ne sait pas s'il a été tué ou quoi, mais... Et après, le mercredi, c'était le calme. On était... il n'y avait plus aucun soldat, plus rien. C'était comme ça pendant la guerre. Hein. Et on se battait au loin, c'était la bataille de Noville, on ne savait pas. Et puis alors, on a vu revenir les Allemands qui avaient annoncé que Bastogne, il disait à mon père, Bastogne is gefallen, hein, est tombé. Hein, bon, ben on se disait oui. Mais on se disait, moi j'étais quand même, j'avais 14 ans, je n'avais pas de notion, mais mon père bien. Mais si Bastogne est tombé, ils sont venus installer des canons ici, tout autour, dans la prairie. Mais alors, quelque chose d'incroyable, si Bastogne est tombé, comme ils le disent, ils tirent sur quoi, là? À Bourcy, il y a eu des gens fusillés, là, les Maquets, je crois. Ici, ils étaient convenables, les soldats. Hein. On ne peut pas dire gentils, hein, mais comme mon père parlait, mais très très bien, il avait une tannerie, il avait commercé beaucoup avec les grands-ducaux. Donc il parlait très bien l'allemand, ça nous aidait. Et alors, dans les jours qui sont venus, ils ont installé un état-major dans mon bureau, la pièce qui est ici en haut. Et ça devait être un état-major très important, peut-être au moins au chef, si pas en général, parce que après, quand les Américains sont revenus, après la libération, la seconde libération, un Américain était venu voir est-ce que vous avez dans le château, qui disait c'était notre maison en bois, est-ce que vous avez eu un état-major? On a dit oui, mais heureusement, il n'était pas encore tellement vache. On ne les a jamais vus. Hein. Ils nous avaient relégués. On a reconstruit, c'était pas ici, mais juste ici à côté. Et nous avons vécu pratiquement une semaine avec les ordonnances de l'état-major. Et toujours comme mon père parlait parfaitement l'allemand, il nous traduisait. Et en fait, on était devenus, si on ose dire, presque des amis, parce qu'ils détestaient leur chef aussi. Et je me souviens, à un moment, il faisait du café, il nettoyait la cafetière hein, pour qu'elle soit vraiment parfaite, et il crachait dans la cafetière. Et nous avions un chat, ils avaient fait des petits akouskis, hein, avec du pâté qu'ils avaient volé, tout ça, et le chat avait léché le pâté. Je me dis, va tuer le chat, pas du tout. Il a, Katz, et il a remis il a remis le pâté sur le pain qui avait été copieusement léché par le chat. Après l'attentat contre Hitler, le salut militaire avait été supprimé en Allemagne et il devait faire le salut nazi en levant le bras et en criant « Heil Hitler !» au lieu de faire le salut. Et quand ils arrivaient ici et qu'il n'y avait personne, ils saluaient en criant « 3 litres !» 3 litres. Et donc, pendant cette semaine-là, on était quand même bombardés tout le temps. Ce qui a été grave, c'est à partir du 26, parce qu'avant, Hitler avait choisi, il avait demandé à ses meilleurs météos, hein, du temps brouillardeux, donc hein, c'est ce qui a permis. Mais à partir du 25, c'est alors qu'il y a eu le parachutage à Bastogne, les Américains qui étaient encerclés à Bastogne n'avaient pratiquement pas de munitions, quelques obus qui tiraient rares, hein, et les avions étaient cloués au sol.
Mais dès qu'il a fait clair, alors ça a été effrayant, parce que toutes les heures, les avions mitraillaient. Hein. Là, il faut reconnaître qu'ils ne regardaient pas si c'était des alliés ou pas. Il fallait faire les carpet bombing. Comme il disait, et quand on a eu la libération, c'était une curiosité. D'ailleurs, il y avait au musée, je crois que ce l'est toujours, un seau criblé des seaux en zinc, criblé de dizaines de balles. Et ici, il y avait des écureuils et des corbeaux morts, il ne faut pas demander, et des manches, nous avions des manches d'outils qui étaient à moitié détruites par les obus, par les éclats. Donc quand on sortait, on risquait la mort. Hein. Il y a 2 gros avions qui passaient, je me souviens, j'étais à la fenêtre, et il y a eu une explosion tellement proche, elle était quoi, à 200 mètres. Ils avaient mis 2 bombes jumelées des 2 côtés de la maison. Si elles étaient tombées sur la maison, on aurait été pulvérisés. Hein, Donc, je vous ai dit, une fois qu'il a fait clair, et que les Américains ont eu des munitions en Bastogne, c'était fini notre tranquillité. On avait été, pendant les quelques jours, relativement tranquille, on n'entendait rien. Mais là, c'était vraiment... Et mon oncle est arrivé avec sa famille en larmes le 26 au matin, le lendemain de Noël. Leur maison avait brûlé. Il y avait des gros hêtres autour de la maison. Et les Allemands s'abritaient avec leurs chars. C'était un atelier de réparation. Mais l'aviation l'a repéré, donc ils ont mitraillé les chars et la maison. Et ma cousine, Augusta, a été sauvée par un Allemand parce que ça mitraillait une habitude. Et à un moment donné, l'Allemand l'a couchée par terre. Elle était près de la porte, il l'a culbutée par terre. Et le milieu de la porte a été percé d'une rafale de mitrailleuse. Et alors, à partir de là, nos cousins sont venus s'installer chez nous. Et moi, ça me rassurait parce que j'aimais beaucoup mon oncle et puis on n'était pas tout seul parce qu'ici, nous étions tout seuls. Alors, il y a eu... je ne me souviens pas du tout de la façon dont ils ont passé Noël. Mais je me souviens de la façon dont ils ont passé la nouvelle année. Hein. Il n'y avait pas de confiance. Ils dévoraient, ils avaient volé des vaches, des poules, tout ce qui... Et donc, ils nous laissaient manger avec eux. Hein. Ils n'étaient pas sympas, mais ils nous ignoraient, quoi. Hein. Et alors, ils mangeaient, mais des tas. Il y avait un officier, un soldat qui avait trouvé du pâté, il avait mis ça dans une boîte, et il présentait des bouts de pâté, il présentait à son chef au bout d'une fourchette. Donc, c'était vraiment pantagruélique. Hein. Et puis le lendemain, j'étais sorti, c'était imprudent, mais et il y a une volée de petits obus, je suis rentré, et il ne fallait pas être grand stratège pour se dire, là, les Américains sont tout prêts. Ce n'est pas des gros obus, hein, c'était des petits machins presque. Et effectivement, alors, là, je le dis, j'ai oublié exactement un jour près, je le dis dans mon livre, hein, les Américains ont repris Michan, je crois que c'est le 3 janvier, mais c'est marqué. Avant, figurez-vous que pendant longtemps, on n'en a pas parlé de cette reprise, parce que ça n'a pas duré, malheureusement. Et alors là, on s'est dit, un matin, les Américains arrivent. Hein. Et je me souviens, nous étions, et là, je vous montrerai en sortant la cave, ou une cave en terre. On dit, si on sort, on est tué. Et alors, les derniers Allemands foutaient le camp. Et il y en a un qui nous criait, « Voilà votre amis qui reviennent ». Et puis, à un moment, donc ils avaient fait toutes ces fêtes, on voit 2 Allemands qui rentrent
en courant, on regardait par le soupirail de la cave, 2 Allemands qui rentrent en courant, on dit, ils viennent nous fusiller. Ils venaient chercher la casserole de viande. C'était précieux. Et alors nous avons passé la journée la plus terrible parce que nous étions couchés à plat par terre, sur la terre humide. Si on s'attirait à coups de revolver, mon oncle qui avait fait un service militaire, disait, mais ça je vois, c'est plus des fusils, c'est des revolvers. Donc les Américains sont ici, quoi. Donc toute la journée, c'était quelque chose. On n'est même pas sorti, détail prosaïque, pour aller à la toilette. Et puis, vers le soir, ça s'est un peu calmé. Donc, et la nuit tombe très vite, comme on sait, à cette époque-là, il faisait tout noir. Et il y avait la moitié de Michan qui brûlait. C'était des grosses fermes avec du foin dans les granges. Il faisait tout clair. Et on s'est dit, dans la tannerie, il y avait des caves où on faisait moisir les cuirs. On s'est dit, on va aller dans ces caves. Et pour aller d'ici aux bâtiments qui sont là en dessous, il nous a bien fallu une grosse demi-heure. Il fallait, comme dans la forêt vierge, des machettes. Les arbres étaient coupés en morceaux avec Michan qui brûlait. Mais plus rien. On se dit, on va trouver les Américains. Et on a appris, après seulement, bien sûr, que les Américains avaient repris le village de Michan. C'était la joie, mais ils n'ont pas repris Oritine. Et le soir, il y a eu des contre-offensifs. Je crois qu'ils n'étaient pas très loin, mais ils ont été repoussés. Michan n'a été donc libéré que le 16 janvier. Donc, on était encore loin d'avoir fini. Et donc, nous étions installés dans les caves de la tannerie. Et pendant 2 jours, c'était le no man's land. Rien, mais pas, on entendait passer des obus, mais assez lointains, pour vous montrer qu'on s'habitue très vite. Les premiers obus, chaque fois qu'on entendait passer un obus siffler, on se planquait par terre. Et au bout de quelque temps, on savait parfaitement ce qui était dangereux. Quand vous entendiez un obus, on ne bougeait pas comme des vieux soldats, mais quand ça faisait comme une lessiveuse qui s'arrête, ça c'était pour nous. Là, on se planquait. Et donc, nous avions refait un campement dans les caves de la tannerie, abandonnant notre maison aux Allemands, bien sûr, qui avaient tout bouffé. On avait tué le cochon, il y avait un saloir, on a participé à l'effort de l'armée allemande parce que saucisses, jambon, tout ça y est passé. Mais c'était très démoralisant parce que on n'y avait rien. Plus rien. Pas un soldat, ni allemand, ni américain. Oui, c'est les combats. Et je sais qu'un de mes cousins qui avait dû combattre au Grand-Duché, donc obligé de combattre en Russie, il disait pareil, on ne connaissait pas ce qui se passait à 100 mètres. On a appris après que les Américains étaient en partie dans le bois ici. Mais on pensait qu'ils étaient retournés jusqu'au 9 au moins, quoi. Donc, et nous étions là, et puis tout d'un coup, 2 jours après, on voit arriver du bas, d'ici vers le ruisseau, on voit arriver des soldats couverts de blanc. Ils avaient, par exemple, ils avaient ils volaient tous les draps partout. Et là, c'était un régal pour les Allemands, parce qu'ils mettaient ça sur leur... le sol était couvert de neige. Et alors, donc, on a vu arriver, on dit, qu'est-ce que c'est?
Est-ce que c'est des Allemands? Est-ce que c'est des Américains? On parlait wallon, c'est des Allemands, nenni, c'est des Américains. Mais on a vite appris. Il y avait un officier SS fou furieux qui avait le revolver en main et qui est venu nous dire « Civil partez, sinon fusillés ». Encore une fois, mon père a parlé en bon allemand. Ça ne l'a pas fait changer d'idée, mais il ne nous a pas tués. Je crois qu'il venait pour nous tuer. Et il a dit, mon père a dit, il était honteux après, parce qu'on détestait les Allemands. Il avait dit que ses parents étaient Allemands. Et alors, mais sans pitié, ils nous ont chassés vers Michan. Et donc ça devait être vers le 5-6 janvier. Jusque-là, nous avions encore vécu chez nous. Hein, on avait encore à manger, mais là, c'était fini. Et maman a voulu rentrer ici, donc on partait là, on a pris une couverture et rien, ils avaient volé tout notre truc. Et elle a voulu rentrer ici, je vous montrerai là un petit coin, il y avait un hôpital de campagne, il y avait des bras et des jambes jetés par terre. Des hommes qui hurlaient parce qu'ils n'avaient plus d'anesthésique ou quoi. Et les soldats, pourtant, ils picolaient tous dans ce moment-là, je comprends, mais ils gardaient la plupart, les plus sages, gardaient une bouteille de schnapps pour si on les opérait à vif, quoi. Elle s'est fait expulser, bien sûr. Et nous avons dû partir le long du canal, entre les chemins, il y a un chemin plus haut, dans les prairies, vers Michan. Les Américains étaient là au-dessus et les Allemands de l'autre côté. Et ils se canardaient, les obus tombaient. C'était assez inconfortable. Et alors on n'avait plus rien, on avait une couverture. Et nous sommes allés nous installer à Michan, chez des amis. Mais leur cave était déjà pleine. Mais mon oncle n'a pas pu s'installer là. Il s'est installé, il avait 4 enfants. Il s'est installé avec sa famille un peu plus loin. Et là a commencé les heures de restriction. On commence à mourir de faim, mais ma sœur est une dame Marie Charneux, la grand-mère de Ghislaine Calais qui habite ici encore. Elle était vraiment une personne extraordinaire. Elle avait pris en main, on était dans des caves, on avait remis un petit poêle qu'on appelait un caboleux, qui servait à cuire donc la nourriture pour les cochons. Et mon père, avec sa langue, la connaissance de la langue allemande, il allait chercher des déchets chez les soldats, hein, des têtes, des pieds, etc., tout le reste. On trouvait des pommes de terre gelées et on se faisait à manger, on avait encore. Et donc, nous survivions. On sentait que la fin était proche quand on arrivait vers... Puisqu'on a été libéré le 17 à Bourcy, et Michelin a été libéré le 16. Donc, on survivait grâce à ça. Et une nuit, je me souviens, c'était toujours papa l'interprète. J'entends qu'il parlait avec un officier, on voyait qu'il avait des galons, c'était déjà un grand chef, de façon très grave, qui était tout à fait correct. C'était un officier médecin. Notre cave était confortable, c'était la cave de chez Jacob. Un officier médecin qui dit, écoutez, je comprends, mais il me faut la cave pour en faire un hôpital. Et en pleine nuit, par un temps glacial, notre cave était encore relativement confortable. On est parti vers Bourcy. Et l'officier, qui était sympa, c'était pas un sale boche, comme on disait, hein, mais c'était la guerre, hein, il n'allait pas nous laisser. Et donc on s'est retrouvés sous le pont, sans se faire mitrailler. Et alors, nous nous sommes installés dans une cave, donc à Bourcy, là, juste en face des bâtiments Anne, que vous connaissez peut-être, hein, les grands bâtiments de meubles. Hein. Et là, c'était moins confortable.
nous étions dans une étable à cochons, à 140. Et heureusement, il n'y avait pas de corps à corps, on ne se battait pas, mais on sentait que c'était la fin, là. Et donc, à nouveau, mon père mendiait. On allait chercher des pommes de terre gelées, mais pratiquement, il n'y avait même plus d'abat. On commençait à voir, on avait de la dysenterie, de la gale et des poux. C'était épouvantable, hein. Et donc, à ce moment-là, on survivait, on sentait. Le curé était dans notre cave et c'était assez impressionnant parce qu'il faisait tous les soirs l'absolution générale. Et j'aime autant dire que croyants ou pas croyants, les gens étaient pieux. Hein, Et on a vu que c'était vraiment la fin. Et une nuit, donc, ça devait être le 16 décembre, on a entendu passer un charroi. Il faut dire que nous, on était bombardés et quelques jours avant, les Américains avaient bombardé la route qui était, même pas 100 mètres. Et pour une fois, ils avaient attrapé leur cible. Sinon, on était fricassés à 140. Hein. Et puis le matin, vers 9 heures, on regardait dans notre cave, parce qu'on appelait des louquettes, hein, des petites vues pour laisser passer la lumière. Et puis on a vu un véhicule qui arrivait à toute allure sur la route de Noville, vers Bourcy, et hop, un obus, il était pulvérisé. On se dit là, les Américains sont tout près parce qu'ils voient vraiment. Et effectivement, vers 10 heures, ils ont commencé à faire un carpet bombing, comme ils appellent. C'était effrayant. Il y avait presque toutes les maisons avaient brûlé et les cendres, il faisait tout noir. Des petits obus, c'était l'habitude, paraît-il, que les Anglais, quand ils nettoyaient un village, ils avaient une façon beaucoup plus élégante pour sauver les civils, quoi. Hein. Mais ici pas, les Américains, il fallait d'abord, hein, c'était comme on entend encore qu'ils font ça maintenant, quoi, hein, quand démolir tout avant pour épargner leurs hommes. Et puis on a vu arriver, là on l'a encore échappé belle, il y a un Allemand, donc on voyait quand on voit la topographie, les tables étaient contre la route de Noville, et par la fenêtre de l'étable, il avait installé sa mitrailleuse pour attendre. Et je ne sais pas comment, c'était toujours mon père, mais il y avait aussi la sœur du curé qui parlait l'allemand. Et la sœur du curé est allée supplier l'allemand. Elle a dit, mais écoutez, partez, mettez votre mitrailleuse ailleurs. Ça, s'il avait laissé la mitrailleuse, les autres, ils avaient des chars avec des canons. On y passait tous dans les... Et l'Allemand a accepté de ne pas combattre là, quoi. Il est allé un peu plus haut sur Bourcy. Et puis tout d'un coup, on a vu arriver des peaux rouges. Hein? On se dit, mais comment ça se fait, hein? On a appris après qu'ils se mettaient le visage, c'était bel et bien des Américains, hein? Ils se mettaient le visage plein de bouchons et de cendres, parce que justement il faisait sombre, hein, d'ailleurs les matinées sont... Et après, il faisait encore sombre, et le visage apparaît. Donc, quand c'est la première chose. Et en noir, on ne le voit pas, quoi. Et puis voilà, nous avons eu les Américains.